Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Astro Bistro que l'on a voulu un peu plus ludique que les précédentes, puisque nous abordons le sujet du biopic et de ces acteurs qui sont pour certains capables d'incarner de manière incroyable la vie de célébrités ayant réellement existé, puisque c'est bien là la définition du biopic, c'est ce genre cinématographique où un acteur, effectivement, va incarner une personne qui n'est pas fictive comparée aux autres films. Et du coup, au-delà de la capacité d'acteur, on a envie tout de suite de s'interroger sur les similitudes, les points communs qu'il y a entre la doublure et le doublé. Euh, Parce que finalement, ça n'est pas donné à tout le monde d'arriver à se faire complètement oublier au profit de quelqu'un qui a existé. Alors d'abord, on va parler de ce qui fait l'acteur en astrologie, ce qui fait le comédien, l'artiste capable d'être sur le devant de la scène. Donc on parle beaucoup des planètes d'exhibition. Alors un terme pour désigner surtout les planètes du type Jupiter, Soleil et Mercure, qui sont les planètes qui donnent le sens du show, d'extraversion. Sans surprise, hein, Mercure qui est la planète de la Vierge, certes, mais du Gémeaux aussi, avec ce côté un peu ludique comédien. Le Soleil qui est la planète du Lion, donc idéal pour briller. Et puis Jupiter qui est peut-être l'extraverti par définition aussi. Donc ces trois planètes-là sont très souvent dominantes chez les acteurs, les comédiens, les animateurs, les chanteurs, enfin tous ceux qui sont sur le devant de la scène. Là, on vous a mis un petit bout du thème de Depardieu, ça suffit, hein, juste son ascendant Sagittaire, avec Soleil, Jupiter, Mercure, les trois planètes dont on vient de parler, et Mars dans la foulée qui ne fait qu'en rajouter à ce côté un peu too much du personnage. En plus, Jupiter est son maître d'ascendant, hein, planète qui gouverne le signe du Sagittaire, et ça fait quand même pas mal. Et c'est ce qui fait aussi de cet homme l'acteur par définition. Alors, au-delà de simplement cette capacité à être sur le devant de la scène, ce dont on va parler, c'est aussi des personnes qui sont capables de s'oublier et d'incarner quelqu'un d'autre. Et c'est une compétence supplémentaire, puisqu'en fait, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont cantonnés à leur rôle. Toi, tu feras que des comiques, toi, tu feras que des méchants, etc. Ils ne sont pas tous multicasquettes. Vous voyez, par exemple, Depardieu, qu'on vient de voir, juste avec cet amas de planètes fortes à l'ascendant, il a aussi, on va le voir dans les planètes d'identification, un Neptune fort au milieu du ciel, et c'est quelqu'un qui, malgré un physique et une gueule, on va dire un peu particulière, a cette capacité à complètement se faire oublier qui il est pour se fondre dans son personnage. Donc là, on va parler de planète d'identification. En effet, dès qu'on parle, c'est la faculté de s'adapter, incarner, interpréter, mais dès lors qu'on évoque en astrologie cette capacité qui est à la fois à incarner, mais dans le même temps se désincarner, faire oublier son moi justement au profit d'un autre, et ben s'impose en tête les planètes dites doubles. Donc Mercure, Neptune et les signes mutables, les signes doubles. Hein, Poisson, Vierge, Sagittaire. Mercure est la planète type du caméléon. Elle est à la fois ludique, le côté adolescent, amusant qui aime jouer, mimétique, et Neptune est celle du double, du flou, de l'influençabilité et de l'identification. Effectivement, ces deux ont en commun une certaine problématique identitaire. On dit souvent du neptunien qu'il dit nous au lieu de dire je, tellement il est capable de s'oublier au profit du nous. Ces deux planètes ne sont pour autant pas si similaires, hein. Elles sont même plutôt antinomiques. Il y en a une, Mercure, qui est objective, subjective, c'est la planète de la raison, du mental, elle est rationnelle, et l'autre, elle est plutôt tout le contraire, intuitive, irrationnelle. Et forcément, la combinaison des deux peut être très riche et donner une grande ouverture d'esprit, une compréhension des êtres et des choses. Bref, un esprit, on pourrait dire, à la fois subtil et particulièrement sensible. Alors donc, sans surprise, les planètes qu'on s'attend le plus à voir
chez ces acteurs qui ont incarné des biopics, c'est Neptune et Mercure, les planètes du double et de cette capacité à s'incarner, à s'identifier, ainsi que les précédentes qu'on l'on a évoquées, mais ces deux-là tout particulièrement. De toute façon, quand un acteur incarne une célébrité, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est son choix, soit on lui a imposé le rôle, et c'est un hasard, et il peut bien l'incarner ou mal l'incarner selon plusieurs possibilités. Si la dominante de l'artiste est plutôt neptunienne, il va être sur le mode fusion, il va complètement, comme une éponge, se fondre dans le personnage. Si c'est plus le mental qui l'emporte et Mercure, il sera plutôt sur le mode imitation, celui qui va écouter, si c'est un chanteur, qui va écouter le chanteur toute la journée, qui va étudier en permanence toutes ses mimiques, etc., pour les reproduire. Et puis sinon, si on n'a aucune de ces deux planètes et aucune de ces deux dominantes, il peut y avoir simplement des échos comme une simple synastrie dans un couple, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. J'ai en tête Leonardo DiCaprio qui a incarné le milliardaire Howard Hughes, que je ne vous ai pas mis parce que le thème du milliardaire, il y en a deux qui circulent et on n'est pas trop sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ils ont tous les deux des tocs, c'est de deux grands angoissés. C'est ce que dit en tout cas Leonardo DiCaprio, et puis c'est connu aussi pour le milliardaire, et Leonardo DiCaprio a un Pluton à l'ascendant en 1 qui va être la planète plutôt anxiogène par définition. Donc en fait, c'est simple, c'est plus facile pour lui d'incarner un personnage dont il comprend déjà la psychologie. Voilà, alors on va tout de suite passer à des exemples parce que c'est toujours plus parlant. Alors on commence par Gaspard Ulliel, hein, parce que c'est tout frais et qu'il est encore dans nos esprits et dans notre cœur. Donc Gaspard Ulliel qui a incarné de manière quand même assez admirable Yves Saint-Laurent. On voit même simplement sur les photos, sans parler de réelles ressemblances physiques, on voit que les attitudes qui sont prises déjà par Gaspard, là, au-delà des vêtements, etc., on voit déjà rien qu'en photo ce travail qu'il a fait sur la gestuelle, sur l'attitude, pour arriver à incarner au mieux ce personnage donc réel. Alors, on aime bien avec Audrey prendre les phrases aussi des personnes pour voir derrière les mots les dominantes astrales. Et voilà ce que disait Gaspard. Au début, on veut tout lire, tout savoir, tout connaître, mais c'est un piège. Au bout d'un moment, je me suis sentie ensevelie. Il a fallu que je fasse une pause, que je prenne mes distances. Donc, on sent à la fois cette capacité, enfin le côté j'ai été ensevelie, un peu fusionnel, je me suis laissée happer par le personnage, mais en même temps, attention, je dois faire une pause, prendre mes distances. Il y a aussi, on sent un côté plus distancié. Effectivement, ce qui comptait pour moi, c'était de ne pas rendre quelque chose de l'ordre du mimétisme ou de l'imitation, mais plutôt de m'approprier tout ça et de rendre une vérité. Donc, on va voir le thème rapidement de Gaspard. Donc, on retrouve toutes nos planètes ici en haut, hein, dans la sphère socio-professionnelle, beaucoup. Donc, on retrouve Jupiter, Mercure, qui sont des planètes dites d'exhibition aux angles. Et on trouve le fameux duo Mercure-Neptune dont on parlait, hein, qui se trouve au milieu du ciel. On voit que c'est dans cette sphère professionnelle que toutes ces planètes d'exhibition, quelque part, vont s'exprimer. Donc, ils rentrent effectivement dans le cadre de ce que l'on vient de voir. Alors, si on les met en parallèle, tous les deux, donc Gaspard à gauche, Yves Saint-Laurent à droite, on voit quand même pas mal de similitudes déjà entre les deux thèmes. On voit que ce sont les mêmes planètes angulaires, sachant que en astrologie, les planètes qui sont sur les angles sont très souvent des planètes dominantes. Donc ici, on a Jupiter et Vénus, et on retrouve effectivement Jupiter et Vénus sur les angles, alors peut-être pas les mêmes, sauf Jupiter, mais sur les angles, et puis Mercure est aussi sur un angle, hein, le milieu du ciel ici, le descendant ici. Autre point commun entre les deux hommes, c'est cette lune en Capricorne qui permet d'être sur une même façon de ressentir, hein, puisque c'est quand même beaucoup l'émotionnel, la lune. Donc c'est une lune en Capricorne assez pudique, assez en retrait, qui ne dit pas forcément ses sentiments. Donc déjà, ça aide à capter Yves Saint-Laurent pour Gaspard. On pourrait dire aussi qu'il y a d'autres points communs au-delà de ces planètes-là. Yves Saint-Laurent est ascendant Verseau, ça lui donne un côté visionnaire, différent, qui sort du moule. Et Gaspard, eh bien, son ascendant est Bélier, mais son maître de l'ascendant, Mars, planète qui gouverne le Bélier, se retrouve en Verseau.
Donc, c'est à la fois le Verseau, que ce soit l'ascendant, le maître d'ascendant, ça revient quand même sensiblement au même. Autre point, puisqu'on parle de gens différents qui sortent du moule, qui ont une voix singulière, eh bien, c'est un soleil ici chez Yves Saint-Laurent qui est carré à Uranus, planète du Verseau, donc encore une fois l'électron libre, hein, c'est soleil carré Uranus, et chez Gaspard, eh ben, c'est un soleil conjoint à Uranus, donc encore une fois c'est le même aspect au soleil qui donne ce côté original. On a aussi une petite problématique sans doute d'agressivité que l'on retrouve ici avec un Mars carré Pluton chez Gaspard et un Mars conjoint Pluton chez Yves Saint-Laurent. Sans doute un peu plus difficile ici avec Mars en Cancer, alors qu'ici on a Pluton en domicile. Mais enfin, encore une fois, c'est un point commun entre les deux. Et si on superpose les deux, là aussi, on voit que sur le mode similitude, et il y en a d'autres, leurs soleils sont en trigone, hein, ici en Sagittaire, donc c'est Gaspard qui est à l'extérieur et Yves Saint-Laurent à l'intérieur, qui est trigone au soleil en Lion de Yves Saint-Laurent. On voit la lune de Gaspard qui tombe sur le nœud nord, hein, à peu de choses près de Yves Saint-Laurent, donc sa destinée quelque part, donc un peu comme s'il participait à la popularité, la lune, la popularité aussi de celui-ci. Et de l'autre côté, le soleil, on est quand même sur les luminaires, hein, donc des astres qui sont importants dans un thème. Le soleil de Gaspard qui tombe sur le milieu du ciel du couturier, un peu comme s'il pouvait briller grâce à cette histoire, en incarnant son histoire. Bon, enfin, quand même, pas mal de points communs entre les deux. Et toujours cette dominante de planète d'identification. Voyons un autre exemple, hein. On va passer vite. L'idée, c'est juste de vous montrer que c'est assez récurrent. On l'a passé sur de nombreux cas, mais là, on en a retenu 4. Valérie Lemercier, qui a fait le film Aline cet été, dont on a beaucoup parlé. Alors, Valérie Lemercier, qui a donc incarné Céline Dion. Alors, elle, c'est pas le même personnage que Gaspard, dans la mesure où elle, c'est elle qui a fait le film, et elle voulait absolument incarner Céline Dion. C'était sa passion. Voilà. Elle vouait une passion à Céline Dion, et à tel point qu'elle a voulu l'incarner à tous les âges de sa vie. Alors là, vous voyez, les mots sont beaucoup plus forts. Quand j'ai vu Céline entrer toute seule dans l'église le jour de l'enterrement de René, je me suis identifiée. Donc là, le mot est lâché. Je me suis complètement projetée. Issue d'une famille nombreuse de province, comme elle, je n'étais également pas une petite fille jolie. J'avais beaucoup de réflexions étant enfant qu'elle a sûrement eu aussi. Vous voyez, même quand on dit qu'elle a sûrement eu aussi, finalement, elle n'en sait rien, elle se projette. On voit bien qu'elle se projette complètement dans le personnage de Céline Dion. Alors, le thème de Valérie Lemercier, ben, on retrouve encore nos planètes importantes, hein, ici avec un soleil conjoint donc à Mercure, qui rend Mercure important, en plus dans le signe double du Poisson, qui renvoie encore à Neptune, et Neptune ici, qui est en maison 1. Donc on retrouve Mercure et Neptune, et en plus, les deux planètes sont en trigone, c'est dire si elle est importante. Celles-ci, elles sont importantes, et puis c'est dire aussi cette capacité qui fait partie du caractère de Valérie Lemercier, qui est une capacité à incarner justement, à s'identifier aux autres. Donc, si on regarde là d'abord la fusion entre les deux thèmes, on voit quand même très vite ce soleil Mercure de Valérie Lemercier qui est à l'extérieur, qui tombe sur Vénus Mercure de Céline, les deux en Poisson. Donc soleil Mercure sur Vénus Mercure. Et puis on a les axes qui coïncident. Donc ici l'axe ascendant de Céline et l'axe milieu du ciel, fond du ciel de Valérie. Et puis de ce côté-là, on a l'ascendant descendant de Valérie qui tombe encore une fois sur les nœuds lunaires, cette manière d'incarner un karma, d'être en lien avec une destinée. C'est assez fréquent de retrouver les nœuds lunaires dans les synastries de ce type. Et puis bon, de toute façon, les luminaires, et puis une même façon de penser, une même façon de ressentir. Si on les met côte à côte pour voir leurs points communs, là aussi, il y a des choses qui sautent à l'œil parce que bon, c'est une petite parenthèse sur les synastries, mais prenez toujours l'habitude de comparer les thèmes, pas uniquement superposés, mais aussi séparément, parce qu'on voit d'autres choses.
Et on voit par exemple chez les deux une lune carrée à l'ascendant chez Valérie Lemercier, une lune carrée également à l'ascendant chez Céline Dion. Donc, on parle d'une problématique lunaire, c'est aussi une problématique du pôle féminin, du pôle yin, d'une manière de mal intégrer la féminité, d'autant que par ailleurs, ce sont des femmes dites assez, entre guillemets, masculines, ou yang, ou actives, principe représenté ici par Mars, hein, le dieu de la guerre et de la virilité, ce qui en fait lune Mars, une femme plutôt amazone, et ici on a la lune carrée ascendant, mais on a aussi un soleil Mars qui fait des femmes martiennes, hein, donc des femmes plutôt actives. Donc effectivement, il y a l'idée d'une féminité, d'une relation à la mère peut-être aussi qui a été compliquée. D'ailleurs, Valérie Lemercier est arrivée, je crois que c'était la troisième d'une famille où clairement elle a dit qu'on voulait un garçon. Soleil-Mars, c'est assez fréquent chez une femme qui, quand elle est née, on espérait un garçon parce qu'il n'y avait que des filles. Et quant à Céline Dion, bah, c'est la dernière d'une famille de, je sais plus, presque une quinzaine d'enfants, donc bon, elle est peut-être désirée, mais c'est vrai qu'elle est peut-être moins investie que les premiers. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que Saturne est fort dans les deux thèmes. Saturne ici est en maison 4 et la famille. Et on dit de cette position en astrologie, on parle de complexe de l'orphelin, sentiment de s'être senti seul, même si c'est pas le cas, hein. C'est un ressenti de l'enfant qui s'est senti seul, qui s'est senti autonome, qui a dû se débrouiller très tôt. Et Saturne, chez Céline, est aussi au milieu du ciel, donc assez important, et apporte quand même, surtout avant leurs 30 ans, un sentiment quand même de solitude. On a également, vous voyez, Mercure, notre fameux Mercure, planète là d'identification, le mental aussi, qui est opposé à Uranus-Pluton dans les deux cas. Mercure opposé Uranus-Pluton, c'est le même aspect qui donne encore une fois un besoin de se singulariser, de ne pas être comme les autres avec Uranus et avec Pluton, sans doute, un esprit, puisque c'est Mercure, un esprit un peu tourmenté, voire un peu obsessionnel. Bon, je passe vite pour pouvoir vous en montrer plusieurs, mais vous voyez que c'est toujours un peu la même idée. Marion Cotillard et Édith Piaf, alors si vous n'avez pas vu ce film, vous voyez rien que sur les photos à quel point c'est saisissant la façon dont Marion Cotillard a pu incarner Édith Piaf. Alors certes, le maquillage aide, mais enfin quand même. Et effectivement, regardez les mots. J'ai tout essayé. J'ai fait des exorcismes avec du sel et du feu. J'ai voyagé jusqu'à Bora Bora pour la fuir. J'ai été au Pérou sur le Machu Picchu afin de procéder à d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier avant de réaliser pourquoi je n'arrivais pas à la laisser partir. Elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus grande peur était d'être seule. Bon, on voit que pour Marion, on est vraiment dans le mode fusion. On s'attend tout de suite à trouver Neptune. C'est-à-dire qu'elle a tellement bien incarné Édith Piaf qu'il a fallu presque s'exorciser pour pouvoir faire ressortir Édith Piaf de Marion. On a l'impression de quelqu'un qui a été possédé. Donc voilà le thème de Marion, hein. Donc on retrouve un ascendant vierge, donc un signe double, vierge sage, vierge folle. On retrouve Neptune effectivement très fort, qui est donc presque pile sur le descendant au fond du ciel, donc sur un angle. Et en plus, voilà, on a Neptune angulaire et Mercure qui est le maître de l'ascendant, puisque elle est ascendant vierge, et donc Mercure qui gouverne l'ascendant, ça en fait de fait une planète importante. En plus, excusez-moi, voilà. En plus, elle est, voilà, Mercure est en aspect de la Lune, ce qui est, dès qu'une planète est en aspect à un luminaire, hein, c'est important. D'ailleurs, on verra après pour ce qu'on va dire de cette Lune Saturne, mais et en plus, voilà, j'ai rajouté qu'il y avait Mars en Gémeaux, ça rajoutait encore un signe double. Et puis, il y a Jupiter ici qui est opposé à Mercure, et Jupiter est appelé l'amplificateur du zodiaque. C'est comme si elle avait un super Mercure. Alors, en fait, des points communs, effectivement, dans ces deux thèmes. On peut commencer par le Soleil Pluton.
Soleil Pluton chez Marion Cotillard, Soleil opposé Pluton chez Édith Piaf, qui peut donner une même problématique paternelle, hein, le Soleil étant l'archétype paternel, le père dans un thème. Même problématique, on va dire, aux hommes, même si on peut être moins genré que ça avec le Soleil, mais au moins, en tout cas, au principe, encore une fois, yang, au principe actif. En tout cas, on le sait, pour Édith Piaf, sa vie auprès des hommes a été très compliquée. On a aussi, puisqu'on parle du côté paternel, un aspect commun. Ici, Lune-Saturne, encore une fois, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, Lune-Saturne qui est une petite problématique abandonnique, elle a le sentiment de ne pas se sentir suffisamment aimée, désirée, se sentir abandonnée. Problématique dite féminine, puisqu'on va dire problématique à la mère incarnée par la lune, ou encore une fois la figure maternelle, quelle qu'elle soit, que ce soit un homme ou une femme. Et ici, on a une lune aussi qui est semi-carrée à Saturne. C'est un aspect moins fort, le semi-carré, mais c'en est quand même un qui existe dans les deux cas et qui peut montrer effectivement un petit pôle abandonnique chez les deux. Et vous revoyez, si je reviens juste avant, là, pour vous remontrer le thème, elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus grande peur était d'être seule. Donc, on est bien sur Marion qui a capté qui a capté chez Édith ce côté abandonnique. Et puis enfin, on a aussi, hein, dans les deux cas, un Mars qu'on voit bien ici, qui culmine presque au milieu du ciel, qui peut donner chez ces deux femmes la même énergie, hein, une vraie énergie. Si on les superpose en synastrie, eh bien, on va voir que leurs Neptunes sont en trigone. Oups, je suis partie un peu trop loin. Que leurs Neptunes sont en trigone. Voilà, ici, encore une fois, on a des axes qui sont un peu superposés les uns sur les autres et qui montrent aussi que ce sont des destins qui résonnent les uns avec les autres. Et vous voyez, les nœuds lunaires se retrouvent aussi ici sur l'axe ascendant-descendant de Édith Piaf, un peu comme s'il y avait, oui, des destins liés. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce genre de parallèle. Alors, quatrième thème, pour encore illustrer un petit peu ces planètes d'identification et surtout l'importance de Neptune et de Mercure pour ceux qui arrivent à fusionner avec quelqu'un, avec Jérémie Régnier qui a incarné Claude François. Vous voyez que là aussi, quand même, presque physiquement, on s'y perd presque. Alors, j'ai vécu avec lui pendant 1 an. J'avais ses photos partout dans ma loge. Dès que j'avais 1 minute, je les regardais. Ses interviews, la façon dont il bougeait, ses regards, c'était devenu ma drogue. Il fallait que je regarde du Claude François, que j'écoute du Claude François, que je dorme avec sa voix. Donc là, on voit qu'on est complètement sur le pôle imitatif. Et ce qui frappe tout de suite, c'est Soleil, Mercure, Lune qui est sur l'angle. Bon, Neptune n'est pas tout à fait angulaire, mais on voit qu'il est quand même pas très loin. Mais c'est surtout ce modèle Soleil, Lune, Mercure qui a un aspect extrêmement adolescent. C'est des planètes jeunes, hein, des planètes rapides. Donc, quand elles dominent dans un thème, ça fait généralement un peu l'éternel adolescent. Autant vous dire que ça évoque d'emblée Claude François. Et effectivement, le premier aspect, c'est celui-là. On voit Soleil, Lune, Mercure ici. Et puis là, on voit chez Claude François un ascendant qui est encadré par Soleil et Mercure. Donc, c'est vraiment deux mercuriens, Mercure ascendant, Soleil, Lune, Mercure. Ce sont deux mercuriens qui ont un côté adolescent tous les deux. Et l'autre point commun, on voit bien ce côté un peu mobile et un peu adolescent, mais on voit aussi un Pluton qui est important dans les deux cas, hein. Chez Jérémie, c'est un Pluton qui est carré au maître d'ascendant, la Lune, hein, donc la Lune qui est le maître d'ascendant puisque l'ascendant est Cancer, donc maîtrisé par la Lune, qui se trouve en carré de Pluton, qui apporte au moi, à sa personnalité, une composante sans doute beaucoup plus anxieuse. Et quant à ce Pluton ici,
directement au descendant opposé à l'ascendant, c'est la même chose. Ça apporte à Claude François un côté aussi anxieux, le côté peut-être obsessionnel aussi qu'on peut lui connaître. Donc on voit qu'on a chez ces deux hommes le même côté adolescent et le même fond anxieux qui les rend aptes à se comprendre l'un l'autre, hein, même si bien sûr Claude François n'a pas rencontré Jérémie Régnier. Mais c'est quand même intéressant. Et si on les superpose, là, regardez, c'est encore plus frappant. On a une Vénus sur une Vénus au même degré. En plus, ici, en aspect de Neptune, Vénus-Neptune, Vénus carré Neptune. Donc encore notre Neptune qui revient. Les Mercures aussi sont quand même proches. On a Soleil-Mercure, 16-20, qui tombe quasiment sur le Mercure ici, à l'ascendant de Claude. Et puis enfin, on a encore une fois notre axe des nœuds lunaires qui coïncide avec le Soleil. Encore une fois, il y a la mise en lumière de l'un avec la destinée de l'autre. C'est toujours intéressant de voir ces destins mêlés. Alors voilà, en bonus, on voulait aussi vous montrer que il n'y a pas que le biopic, hein, ça nous a intéressé de regarder Jean-Baptiste Guéant, dont on a beaucoup parlé, qui est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Alors là, c'est intéressant parce que physiquement, il ne se ressemble pas du tout. Franchement pas, hein, c'est pas du tout le même style et puis il n'essaye pas de l'imiter sur le plan, en tout cas, de la personnalité, c'est juste, au niveau de la voix et on peut se demander si cette capacité à changer, pas à changer sa voix, mais à moduler sa voix exactement sur les mêmes timbres que Johnny, ne suppose pas aussi derrière quelques points communs entre les 2 hommes. Or déjà, Jean-Baptiste Guégan, il était fan de Johnny depuis qu'il était tout petit. Quand je l'ai vu la première fois sur scène, c'était en 92. Ça commence à dater, j'avais 9 ans. Voilà. Mais à cet instant précis, je me suis dit: «J'ai envie de faire comme lui» et une phrase encore plus forte, c'est comme si j'avais vu Dieu en face de moi. Donc à partir de 9 ans, sorte de vocation, c'est à partir de là qu'il cultive cette voix, très particulière puisqu'il a la voix de Johnny même quand il parle. Donc, on est sur un Soleil-Mercure, hein, voilà déjà Mercure qui est déjà dans la partie, et puis ascendant Vierge, donc ça veut dire que son maître d'ascendant, c'est justement Mercure. Et on a un Neptune au fond du ciel, donc voilà, notre duo habituel Mercure-Neptune est donc bien au rendez-vous, avec en plus une lune en Gémeaux, le signe de Mercure, comme si ça ne suffisait pas. Alors, j'ai juste voulu, par curiosité, regarder ce qui s'était passé à 9 ans. Alors, c'est intéressant parce que Pluton, quand il avait 9 ans, bon, tout le monde n'est pas encore, vous êtes peut-être pas encore habitué au transit, mais c'est intéressant de voir que Pluton était en Scorpion, ici, opposé à Soleil-Mercure, et que Jupiter, dans le même temps, était en Vierge, ici, et trigone à ce Soleil-Mercure. C'est-à-dire que ce Soleil-Mercure recevait plein d'aspects à cette période-là. Et c'est quand même intéressant quand on voit la phrase, c'est comme si j'avais vu Dieu en face de moi. En astrologie, on va le voir juste après, je vais le développer, on dit que le maître de l'ascendant, ici Mercure, lorsqu'il est conjoint à une planète, on dit qu'il s'identifie à elle. Ça veut dire que Mercure s'identifie au Soleil et que lui, ce à quoi il aspire dans la vie, puisque c'est son moi, c'est d'être solaire, d'être sur le devant de la scène et c'est aussi s'identifier à une figure paternelle, encore une fois, un certain idéal haut placé. Donc la question se pose très vite de savoir quel est ce père qu'il a eu. Donc effectivement, sur ce soleil Mercure-Mars qui est important dans le thème de Jean-Baptiste, et en plus avec Chiron, qu'on appelle la blessure, le guérisseur, on peut se poser la question de sa relation au père. Donc effectivement, il parle d'un père qui est complètement absent, qui n'a jamais été là et avec qui il n'a plus repris contact depuis des années. Et c'est difficile quand on est un petit garçon et qu'on a besoin d'admirer le père si le père fait défaut. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? On cherche quelque part une figure de remplaçant. Et comment est-ce qu'on voudrait que soit le père? Soleil, Mars, donc Mars, dieu de la guerre, on veut un homme puissant, viril, qu'on peut admirer.
Et puis, il se trouve que Johnny, bon, on va voir les points communs après, il se trouve que Johnny connaît cette même absence de père. Il a aussi les mêmes démons que Jean-Baptiste. L'alcool, il a connu la dépression, ce genre de choses. Donc, on a déjà des points communs entre leurs 2 vies. Et si on regarde, le thème, ben, on a un même ascendant Vierge, quand même, déjà. On a, un Neptune angulaire dans les 2 cas, en maison 1 chez Johnny, au fond du ciel chez Jean-Baptiste, donc sacré point commun encore. On a la superposition de la Lune en Gémeaux de Jean-Baptiste sur le Soleil, Saturne en Gémeaux de Johnny, hein, ce qui est quand même en synastrie Soleil sur Lune, c'est toujours, c'est toujours une véritable notion d'harmonie. Donc finalement, dit autrement, on a la même signature, je crois, voilà, c'est ça, décidément, on a la même signature Mercure et Neptune. Chez les 2 hommes, ce sont encore des mercuriens, des neptuniens tous les 2. Et puis, je vous passe, le nœud nord de Jean-Baptiste, 25, qui tombe exactement sur le soleil, hein, de Johnny. Donc encore une fois, lui, son destin, est lié à faire briller ou à utiliser, en tout cas, la notoriété de Johnny. Et puis effectivement, je terminais rapidement, juste avec les humoristes, parce que finalement, c'est pas des biopics, mais c'est quand même des gens qui sont capables de prendre la voix et de ressembler, même s'ils caricaturent, à des personnes qui existent réellement. On est quand même encore dans un phénomène d'identification, de fusion. Et chez les humoristes, et particulièrement donc chez les imitateurs, on s'attend forcément à retrouver les mêmes dominantes. Est-ce que c'est le cas? Je vous laisse juge. Avec ici Laurent Gérard et Nicolas Canteloup, où on voit un Soleil-Mercure chez l'un, un Soleil-Mercure chez l'autre. Et Neptune, Neptune à l'ascendant chez un, Neptune presque au milieu du ciel chez l'autre. Donc on retombe encore sur Soleil-Mercure. On notera juste que la différence par rapport au précédent, c'est que ceux-là sont caustiques, qu'ils imitent. Donc, on va retrouver Uranus et Pluton importants dans leur thème. Pluton et Uranus étant un aspect assez transgressif, avec le Pluton qu'on retrouve chez les humoristes, d'autant plus dans le signe de la Vierge, qui est un signe mercurien, mais qui est extrêmement caustique et cynique au niveau de l'humour, hein. On en a déjà parlé, mais la plupart des humoristes sont ascendant Vierge ou du signe de la Vierge. Je trouve toujours qu'on ne parle pas assez de l'humour de la Vierge. On pense toujours à tort que c'est un signe un peu trop sérieux, mais ce n'est pas le cas. Ils savent, ils savent particulièrement rire d'eux-mêmes et des autres. Donc, en fait, l'identification et l'imitation, c'est la signature Mercure-Neptune en rouge, et l'humour, c'est la signature Vierge-Scorpion, hein, ou Vierge-Pluton. Avec, vous voyez, en plus, chez Laurent Gérard, il est ascendant Verseau, avec donc Uranus, la planète du Verseau qui est son maître d'ascendant, conjoint Pluton. Et c'est l'inverse chez Nicolas Canteloup. Il est ascendant Scorpion, donc son maître d'ascendant, c'est Pluton, qui est conjoint à Uranus en Vierge. C'est ce qui fait aussi qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus plutonien, un peu plus, comment dire, voilà, avec un registre un peu plus troupier parfois, un peu plus agressif également, et avec Nicolas Canteloup qui lui reste quand même beaucoup plus gentil, hein, du registre de la Vierge. Bon voilà, c'était un petit tour d'horizon pour vous montrer un peu que l'identification, la fusion, ressembler à, c'est quand même toujours des planètes de dépersonnalisation que sont Neptune et Mercure qui dominent dans un thème. Et puis, voilà, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout. Hein, avec Audrey, on vous répond sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube forcément, sur Facebook. On a une application AstroMoon sur Android. On vend des petits livrets sur les signes avec un horoscope qui va jusqu'en 2030. Et puis voilà. Et que vous dire si ce n'est à bientôt